Et on va plus loin avec aujourd'hui, et comme chaque mardi à mes côtés, Marie-Roger Biloa du groupe Africa International. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. Face à vous, Bruno Darou de la rédaction de France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Constructif, substantiel, rarement on aura entendu pareil qualificatif dans la bouche des négociateurs russes. Depuis qu'a commencé le 24 février l'invasion de l'Ukraine, c'est bien la première fois qu'on perçoit un signe encourageant du côté du Kremlin. Les discussions avec leurs homologues ukrainiens à Istanbul ont semble-t-il porté leurs fruits. Moscou se dit prête à réduire de manière drastique les autorités à Kiev, la capitale, et Tcherniv dans le nord. Écoutez. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a décidé de réduire radicalement l'activité militaire en direction de Kiev et de Tcherniv pour accroître la confiance mutuelle et créer les conditions nécessaires pour poursuivre les négociations. Faut-il croire les Russes, Marie-Roger Biloa, eux qui déjà à la veille du week-end disaient vouloir concentrer leur offensive sur le Donbass? Bien sûr que non. Tout ça me rappelle un épisode qui s'est passé en 85 et la petite Omara Sanchez. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était une petite fille en Colombie après un tremblement de terre, une éruption volcanique en fait, qui s'est retrouvée piégée dans une étendue d'eau et qu'on voulait sauver. Alors on a eu beaucoup de mobilisation, les secours, etc. Mais les secours étaient mal préparés ou n'arrivaient pas à la sauver. Et on a eu droit, en direct, pendant des jours et des jours, à l'agonie de cette petite fille qui a fini par mourir. Voilà. Et c'est un peu l'impression qu'on a depuis le début de cette crise. Évidemment, les Russes pensaient que ça serait rapide, mais voilà. Et ce qu'on a au moins, un mois après tout ça, on en est encore à compter les coups, à regarder des millions, 10 millions de déplacés ou d'exilés, la ville de Mariupol qui est détruite, les villes au fur et à mesure qui sont détruites, l'offensive généralisée. S'il y a un ralentissement, ce n'est pas par l'action des Alliés, j'allais dire les Alliés, le camp occidental, c'est plus par les problèmes logistiques que connaît l'armée russe. Et donc aujourd'hui on nous dit c'est une avancée formidable. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On nous dit déjà pour vous, les Russes s'habillent derrière la négociation ou de la bonne volonté, ce qui n'est en réalité qu'une déconvenue. Absolument, parce que là, il ne s'est rien passé du tout. Parce que tout ce qui peut être décidé aujourd'hui à Istanbul ou ailleurs doit être validé par Poutine. Et on sait déjà, les premiers signes sont négatifs. C'est ce que croient, ou c'est ce que semblent croire en tout cas également, sur la même ligne que vous, les Américains. Écoutez donc Anthony Blinken. Voilà. Il y a ce que dit la Russie et ce que fait la Russie. Ce qui nous intéresse est ce qu'elle fait. En l'occurrence, elle brutalise l'Ukraine. Je n'ai rien vu qui puisse suggérer que les négociations avancent efficacement. En Russie, nous ne voyons vraiment pas de signes sérieux. Mais si l'Ukraine conclut qu'il y a des signaux positifs, c'est bien, et nous soutenons cela. Alors, ils auraient pris ce risque-là, les Russes, y compris d'ailleurs d'infliger peut-être un démenti aux Turcs qui, eux, veulent voir évidemment une percée diplomatique remarquable dans ce qui s'est passé aujourd'hui, Bruno Darou. Oui, alors cela dit, on peut reconnaître quand même au président turc Recep Tayyip Erdogan d'avoir réussi quand même un joli coup parce que même si effectivement je suis d'accord, il faut rester quand même extrêmement prudent sur les avancées d'aujourd'hui, on va y revenir, c'est quand même la première fois effectivement qu'il y a un peu de substance de part et d'autre, c'est-à-dire que très certainement effectivement à cause du fait que l'armée russe est en train de s'embourber notamment dans la partie nord autour de Kiev en Ukraine, elle poursuit effectivement ses bombardements sur Mariupol par exemple ou encore Kharkiv, mais quand même 35 jours après le début du conflit, très peu de villes, il n'y a eu que la ville de Kherson, et encore ça ne se passe pas très bien, mais aucune grande ville n'a été prise. Donc en termes d'objectifs stratégiques et militaires de l'armée russe, eh bien c'est plutôt quand même une situation extrêmement compliquée. Ça explique effectivement que les Russes ont fait la petite concession. Effectivement, il va falloir voir si ça se manifeste sur le terrain. On a vu aujourd'hui des chars russes qui ont commencé à regagner la Biélorussie, qui donc ont reculé le front autour
de Kiev qu'ils n'ont jamais réussi à encercler totalement à cause d'ailleurs de la bonne défense de l'armée ukrainienne. Des images qui ont été documentées attestent que certains chars russes sont repartis en Biélorussie. Mais enfin, là encore, il faut voir si c'est massif, si c'est réel. Il y a aussi la ville de Tchernihiv, plus au nord, qui était un peu un point de passage un peu obligé d'un point de vue routier, qui a été en partie évacué. Donc il y a cette concession du côté russe, mais on peut comprendre effectivement la très grande prudence vis-à-vis d'un interlocuteur qui, on le sait, manie le mensonge, fait tout peut-être pour gagner du temps. Néanmoins, je crois qu'il faut retenir que ces négociations, qui sont effectivement un peu plus substantielles, on va peut-être revenir aussi côté ukrainien sur le statut de la neutralité, mais il se passe quand même quelque chose parce que effectivement, le plan de Vladimir Poutine ne se déroule pas du tout comme prévu. C'est-à-dire, même si ce plan, c'est clair, Marie-Roger. ce plan ne se déroule pas comme prévu, c'est clair. Il pensait faire une blitzkrieg, c'est raté. Mais c'est lui qui dicte quand même tout l'agenda. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est pendu à ses lèvres. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui est dans sa tête? Comment il va réagir si les armes passent par la Pologne? Est-ce que... Et maintenant, il paraît qu'il va utiliser des armes chimiques. On espère que non. Est-ce que c'est l'arme nucléaire? Enfin, c'est lui qui dicte l'agenda. Donc, c'est lui l'agresseur. C'est lui l'agresseur. Oui. Mais en même temps, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, si jamais... ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une impuissance assez claire, assez manifeste et dramatique du camp occidental vis-à-vis de cette agression. On a quand même fait croire à l'Ukraine qu'on pourrait la protéger vis-à-vis de son voisin russe. Biden avait été assez clair dès le début, plusieurs semaines avant l'offensive russe. On n'a jamais dit à l'Ukraine qu'on allait mourir pour Kiev. Non, je ne parle pas de maintenant. Mais la situation qui a amené cette guerre, c'était quand même de dire à l'Ukraine, c'est de maintenir cette mentalité de guerre froide, comme disent les Chinois, de financer massivement l'armement ukrainien. On se souvient de cet épisode de Trump qui faisait du chantage à Zelensky à l'époque pour obtenir une condamnation ou un procès contre son rival Joe Biden. Qui permet, armement qui permet aussi à l'Ukraine aujourd'hui de résister. Et voilà, donc on lui a fait croire, on a bâti une ambiance militaire, que voilà, on vous donne de l'argent, on vous équipe, on va vous protéger vis-à-vis de la Russie. Mais aujourd'hui... Les Ukrainiens meurent par milliers, le pays est détruit et on est loin du cessez-le-feu. Ce qui est le plus important, c'est un cessez-le-feu. On en est loin. Oui, il faut dire... Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on sait très bien pourquoi. Ce n'est pas tellement une question d'impuissance. Les Occidentaux savent très bien que s'ils interviennent directement en Ukraine... Une escalade nucléaire. Oui, mais là, on part potentiellement vers une troisième guerre mondiale. Voilà. Mais par contre, il y a eu quand même, y compris au cours des dernières semaines, des armements très nombreux qui ont été fournis à l'Ukraine, qui avaient déjà été fournis auparavant, enfin qui ont été fortement accélérés, et qui visiblement aident quand même... Missiles solaires notamment. Voilà, les missiles solaires. Il y a aussi des drones, notamment des drones de nuit qui sont reliés d'ailleurs à un système satellitaire détenu par Elon Musk. J'ai lu ça aujourd'hui, qui permettent en fait au système Internet de continuer à fonctionner malgré les coupures, puisque ça passe par satellite, et donc à ces drones... Un cryptage qui déjoue effectivement la survigilance des Russes. Tout ça n'empêche pas la destruction du pays. Comment ? Non, c'est ça le problème. Ça n'empêche pas la destruction du pays et l'avancée de la guerre. Bien on ne l'arrête pas. Mais quand je disais concernant les objectifs russes, Poutine n'a pas réussi son coup. Il voulait aussi... Il n'a pas réussi, mais il va peut-être réussir. Il va réussir à obtenir certaines choses. Il va arrêter quand il aura obtenu ce qu'il voulait. Merci. Notamment peut-être Mariupol. Voilà, et merci de m'offrir la transition, Bruno Darroux, parce qu'il faut dire que côté ukrainien, on tente de répondre aux exigences de Moscou en consentant un statut neutre, pas d'alliance militaire ni de base étrangère sur son sol, moyennant des protections venant de garants internationaux. Écoutez. Nous voulons un mécanisme international de garantie de sécurité où les pays garants agiront d'une manière similaire à l'article numéro 5 de l'OTAN.
Voilà, alors, on peut lire ça de deux manières. C'est à la fois une énorme concession faite aux Russes, mais aussi peut-être un moyen de contourner le renoncement de rejoindre l'OTAN, parce que tout de même, c'est malgré tout un semblant d'article 5 qui s'appliquerait à d'autres pays occidentaux. Oui, alors ça, là, pour le coup, je suis d'accord avec Marie-Roger, c'est-à-dire que tout ça, pour le moment, est sur la table, a été entendu par les négociateurs russes. L'article 5, c'est la solidarité défensive, pour ceux qui nous regardent. Oui, alors que va en penser Vladimir Poutine? Parce qu'effectivement, l'article 5 de l'OTAN, ça veut dire, en gros, quand un pays de l'Alliance est attaqué, tous les autres tombent sur l'agresseur. Donc là, Vladimir Poutine, il va peut-être dire, bon, écoutez, très bien, donc vous êtes neutre, vous n'êtes pas dans l'OTAN, mais en même temps, il y a ce mécanisme de sécurité qui, en plus, tel qu'il est proposé, paraît un peu surréaliste, parce que voir les États-Unis et la Chine être les parrains d'un... mais enfin, néanmoins, c'est posé. L'idée, on comprend bien l'idée, c'est-à-dire que l'Ukraine dit, on veut bien être neutre, mais en cas d'agression, on veut être protégé. Comment Vladimir Poutine va-t-il réagir à ça? Effectivement, là, il faut attendre sa réponse. Alors, en même temps, à la sauce ukrainienne, c'est ça? Ça, c'est vraiment en même temps, c'est être dans l'OTAN sans être dans l'OTAN. Bien sûr que Vladimir Poutine va refuser. Regardez, ce qu'on présentait comme la première avancée, c'est-à-dire l'obtention d'un corridor humanitaire, était refusée par Poutine. Vous vous rendez compte? Donc pourquoi vous croyez qu'il va accepter? Parfois, ce sont les Ukrainiens qui ont refusé parce qu'en fait, les Russes... C'était des faux corridors. Pas, voilà, c'était des faux corridors humanitaires, comme ils l'ont fait en Syrie, d'ailleurs. Qui menaient tout droit vers Moscou. Mais Poutine disait quand même, si vous voulez qu'on fasse ces corridors, il faudrait qu'ils arrêtent de résister. Voilà, qu'ils déposent les armes. Donc, évidemment, donc ça veut dire non. Ils ont refusé. Donc il est dans une position d'intransigeance. Oui, alors, mais qui tout mène à l'heure, le vous jeu. disiez, en fait, c'est lui qui mène l'agenda, mais en fait, il est quand même, aujourd'hui, 35 jours après, contrairement à ce qu'il pensait, évidemment, dans une position beaucoup plus fragile, à cause des sanctions aussi, on n'en a pas parlé, mais enfin, ça joue aussi, ça commence à jouer un rôle sur la population russe, et donc potentiellement sur la stabilité de son régime, à cause de la résistance de l'armée ukrainienne, et peut-être aussi de la mauvaise organisation de l'armée russe, parce qu'il y a ça aussi, il est en train d'offrir au monde l'image d'une armée, le spectacle d'une armée russe qui, en fait, en termes de logistique, de communication, etc., ne fonctionne pas très bien, sans parler d'un moral qui n'est pas vraiment hyper motivé, disons, pour aller effectivement taper Poutine s'est les frères. affaibli lui-même, parce qu'on le sait, pour être un leader fort, il faut être respecté. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème, y compris vis-à-vis de ses propres alliés, la Chine, voire même de son propre peuple? Oui, c'est-à-dire si on regarde sur le plan militaire, mais moi je suis quand même surprise que, vu cette situation, vu l'enlisement, vu tous les problèmes qu'on connaît maintenant sur la conduite de la guerre, etc., c'est lui quand même qui décide de ce qui va se passer. C'est pas ce que veulent faire les Américains. On comprend bien que les Américains veulent maintenir la pression maximale. Oui, ils maintiennent la pression, mais Joe Biden a dit dès le départ, je ne peux pas intervenir, et on comprend pourquoi. Il y a un mur totalement infranchissable qui est la guerre, la bombe nucléaire. Et donc, Poutine, c'est qu'il a une marge de manœuvre encore très importante. Alors, moi, j'aurais dit ça il y a 2-3 semaines. Aujourd'hui, en fait, sa marge de manœuvre se réduit parce que sur le terrain, militairement, ça ne se passe pas si bien. Alors après, ce qui est intéressant aussi, qui n'a pas vraiment été abordé aujourd'hui, d'ailleurs, dans les négociations, de manière très, très vague, ils ont parlé de négociations bilatérales entre Kiev et Moscou pendant 15 ans. Oui, alors voilà, sur le statut des territoires. Mais là, on voit bien que l'Ukraine, pour l'heure, en tout cas, Kiev ne lâche pas la Crimée et encore moins évidemment le Donbass. Donc est-ce que c'est quand même la traduction d'un rapport de force sur le terrain? Ne lâche pas, mais quand un pays dit on va discuter pendant 15 ans quel sera le statut final de tel ou tel territoire, ça revient peut-être quand même à le lâcher. Moi je trouve que le président Zelensky qui était... Oui, c'est ça qui était sur la table. Voilà. Je ne vois pas Poutine accepter ça. Le président Zelensky, quand même, assez habile. L'autre point évoqué, la Russie ne verrait pas forcément d'un mauvais œil l'Ukraine rejoindre l'Union européenne. Vous y croyez, ça? Alors l'Union européenne, ça c'est un moindre enjeu. Ce qu'il ne veut pas depuis le départ, c'est... Beaucoup disent l'Ukraine rejoignant l'Union européenne, c'est une vitrine démocratique donnée aux Russes dont Poutine ne voulait absolument pas. Au départ, il ne voulait rien. Il voulait rien, mais au moment il faut lâcher quelques trucs maintenant pour avancer. Je crois que l'Union européenne, c'est le plus inoffensif. Voilà, l'Union européenne, surtout que ça c'est l'Europe. Le gros problème de Poutine, si on regarde de près, c'est quand même les États-Unis. Donc l'OTAN. L'OTAN. L'Europe avait des relations... j'allais dire assez convivial, très impliqué, et on voit l'Allemagne, etc., jusqu'à la Crimée, effectivement. Donc, c'est quand même beaucoup dégradé depuis... beaucoup, oui, c'est ça. Mais ce n'était pas le même point de départ que les États-Unis. Si Moscou accepte ces propositions, en tout cas, ça voudrait dire qu'elle n'a en réalité plus d'autres options, on est bien d'accord.
Oui, mais je crois qu'en fait, il faut séparer là ce qui a été négocié. C'est quand même intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui, même si on n'y est pas encore, il faut rester prudent. Mais il y a la question de vraiment militaire, c'est-à-dire arriver à un cessez-le-feu, où place-t-on la ligne de front, est-ce qu'on gèle les positions, bon, il y a toutes ces questions qui se posent. Et puis, effectivement, sur un plan plus diplomatique, donc ce fameux statut de la neutralité, est-ce que, par exemple, l'Ukraine serait un pays neutre, démilitarisé, c'est pas obligatoire. Donc, bon, voilà, le diable va peut-être se trouver dans les détails, mais il y a quand même un frémissement. Moi, je dirais pas une avancée, mais les choses bougent un peu. Le révélateur, ce sera la rencontre Zelensky-Poutine que les Ukrainiens réclament et que les Russes n'ont pas l'air de vouloir concéder pour l'heure. Non, ça pareil, vous n'y croyez pas. Non, alors, le négociateur russe a dit quand même que peut-être que désormais une rencontre entre les deux. Non, il l'avait jamais dit comme ça. Non, les Russes n'ont jamais dit ça. Zelensky demande... Oui, attendons le démenti du Kremlin qui ne manquera pas d'arriver dans les prochaines minutes. Alors, je vais finir parce que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est la première fois qu'un négociateur russe dit qu'une rencontre entre les deux présidents, il n'a pas nommé Zelensky, il n'est pas allé jusqu'à nommer Zelensky, serait possible. Jusque-là, Zelensky demandait à rencontrer Poutine et Poutine ne répondait même pas. De toute façon, pour lui, c'était un nazi. Excuse-moi, mais sera possible quand? C'est une phrase que je peux dire. Peut-être aurons-nous la réponse dans les prochaines heures. On verra qui de Marie-Roger Biloa ou de Bruno Darroux avait raison. Vladimir Poutine est-il dans les mêmes dispositions que ses négociateurs d'Istanbul ou au contraire sur une ligne beaucoup plus dure? On le saura peut-être dans les prochaines minutes. Un mot du rapport d'Amnesty International pour finir. Il vient de sortir pour l'année 2021, justement en lien avec cette guerre en Ukraine. Ce rapport qui pointe les différences de traitement ici en Europe et notamment en France dans l'accueil des migrants, selon qu'ils soient ukrainiens ou bien d'autres nationalités, afghans par exemple. Écoutez ce qu'en disait la secrétaire générale ici même sur France 24. Nous avons mis la grande partie du monde incapable d'avoir accès à un vaccin, ce qui signifie non seulement des millions de morts à travers le monde, mais ça signifie aussi que l'économie globale n'a pas pu redémarrer. Et pendant que tout cela se passait, les grandes compagnies pharmaceutiques, elles, accumulaient. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on estime que les deux plus grandes, Pfizer et Moderna, ont accumulé 54 milliards de dollars d'intérêts. Voilà, alors là, elle parlait des vaccins, mais elle s'est également exprimée sur la question des réfugiés pour dire qu'il y avait un 2 poids 2 mesures ici en France. La France qui a trouvé en quelques jours les moyens de déployer au moins 100 000 places d'hébergement lorsqu'en 2016, au sortir de la pire crise, on s'en souvient, observée en Méditerranée, la France s'était dite prête à accueillir à peine 18 000 migrants sur les 160 000 débarqués sur les côtes européennes et que devaient se répartir les pays européens. Comment expliquer ce 2 poids 2 mesures, Marie-Roger ? Vous savez, il y a une chose qui a été très triste au moment où cette guerre s'est déclenchée, où on a vu les Ukrainiens déjà faire une distinction entre les Africains, les autres, les empêcher de monter dans les Nigérians notamment. Et c'était un choc pour beaucoup d'Africains au moment où tout le monde essaie de sauver sa peau. Et je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec un événement qui s'est déroulé il y a quelques années, il y a quelques décennies, en Allemagne, où un groupe d'étudiants venant de Côte d'Ivoire, de l'université de Côte d'Ivoire, était en stage en Allemagne et ils se sont retrouvés en détresse financière parce que l'organisation qui les a fait venir n'a plus payé ce qu'ils avaient promis et chacun a écrit à son ambassade. Chacun a écrit à l'ambassade en disant on a des problèmes, comment on va faire, et notamment aussi à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Eh bien, vous savez, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire est arrivé. Il n'a pas fait dans le détail, il n'a pas dit vous êtes de telle nationalité, je ne vais m'occuper que des Ivoiriens. Il y avait une trentaine d'étudiants. Il a payé une subvention à tout le monde sans distinction, en disant ils sont tous des Ivoiriens. Eh bien, j'étais dans ce groupe-là et jusqu'à aujourd'hui, et c'est quelque chose que je n'ai pas oublié, il faut rendre hommage à l'ambassadeur Gomis, paix à son âme, il est décédé il y a quelques mois. Eh bien, vous voyez ce genre d'état d'esprit qui, pour une chose, anodine. Et là, on est incapable de secourir des gens qui vont vers la mort, comme tout le monde. Voilà, c'est juste... Bruno Darroux, c'est choquant ou bien il y a un devoir de solidarité envers un pays proche, européen? Moi, je trouve ça quand même un peu choquant. C'est un peu, effectivement, un 2 poids 2 mesures. Alors, on n'ose pas dire les choses, d'ailleurs. On accueille plus facilement les Ukrainiens, et tant mieux, d'ailleurs, et notamment les 100 000 places, parce qu'ils sont européens.
Voilà, parce qu'ils sont comme nous, ils sont blancs, chrétiens, entre guillemets, hein. Je caricature bien sûr. Et vous avez cité le chiffre de 2016. Les Afghans qui, eux aussi, sortaient quand même d'un conflit l'été dernier, ils n'ont pas été accueillis. On a parlé d'un nouveau problème migratoire auquel faisait face l'Europe. Donc, effectivement, il y a un problème. Ce n'est jamais dit vraiment par... C'est-à-dire, le gouvernement annonce simplement 100 000 places d'accueil, de possibilité de rester temporairement sur le territoire français pour les Ukrainiens, mais en oubliant de dire, et c'est le rôle d'Amnesty International pour le coup, que pour les Afghans, sans parler des Africains, des Syriens, qui eux aussi sortent d'un terrible conflit. Et on a facilité toutes les formalités. Merci Bruno. Merci Marie-Roger, c'est la fin d'On va plus loin. On se retrouve nous dans moins de 3 minutes pour un nouveau journal. Restez avec nous.